Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading et Digicel. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. J'ai le privilège d'accueillir ce matin sur le plateau de la rubrique Le Point des journalistes de carrière, Franz Duval, du Nouvelliste, et Godson Pierre de Alter Presse. Évidemment, nous attendons une autre journaliste, une autre collègue qui aura à nous rejoindre incessamment. C'est Marie-Raphaël Pierre. D'abord, messieurs, je suis bien content d'avoir la possibilité de vous recevoir aujourd'hui. Franz Duval, bonjour. Merci de répondre à l'invitation de Métropole. Bonjour Wendell, bonjour à tous les téléspectateurs et auditeurs de Métropole. C'est un plaisir d'être avec toi ce matin. Godson Pierre, bonjour, merci de répondre à l'invitation de Métropole. Bonjour Wendell, bonjour à tous et à toutes, c'est un plaisir d'être ici. Qu'est-ce que ça vous a fait, Franz Duval, quand vous avez appris que vous allez parler sur les élections, des élections ce matin, à la rubrique Le Point? Je me suis dit que c'est tant mieux, il faut parler des élections, il faut parler de ce qui se passe, de ce qui s'est passé et de ce qui risque de se passer avec les élections. Parce que les élections, c'est la route qu'Haïti a décidé de prendre pour changer de gouvernement, pour changer nos principaux responsables politiques. Eh bien, c'est quelque chose de très important. En parler sur Métropole, c'est encore plus intéressant. Vous ne vous posez pas la question de savoir pourquoi Métropole a pensé à vous? Non, je ne me pose pas cette question. Comme je suis un peu un habitué de la maison, ce n'est pas la première fois que je viens à Métropole. Et je dirais que, bon, Wendell va me dire. Godson Pierre, même question à vous. Et qu'est-ce que ça vous a dit quand la dame à l'accueil vous a appelé pour vous dire que vous êtes invité à la rubrique Le Point pour parler des élections, des dernières élections évidemment? C'est une opportunité de partager des réflexions. Il y a tant et tant à dire sur ces élections dont les enjeux sont très très importants. Et donc, j'ai pensé que ce serait une occasion de débattre et de faire part des remarques qu'on a pu faire sur le processus, sur le déroulement de la journée du 9 août, et puis sur les débats qui se produisent maintenant et très probablement sur les perspectives qui peuvent se présenter après ces élections. Alors évidemment, on a pensé à vous, c'est en raison de l'expérience que vous faites depuis le début de cette longue transition qui n'en finit pas, et pour répéter l'autre confrère, et l'autre collègue, évidemment. Et Franz Duval, journaliste de carrière, éditorialiste, analyste politique également, si vous permettez que j'utilise ce titre pour désigner le journaliste que vous êtes. Et les dernières élections vous rappellent quelle élection en Haïti? Bon, d'abord, il faut relativiser. C'était des élections législatives pour les postes de députés et de sénateurs. D'habitude, les élections législatives se ressemblent en Haïti quand il n'y a pas les présidentielles qui sont couplées à ces élections. Là, vous parlez très certainement du faible taux de participation constaté. Oui. Maintenant, ce n'est pas une législative simple, c'est une législative qui annonce 2 autres tours avec le même CEP. Des fois, ce n'est pas le même CEP qui organise à la fois les présidentielles et les législatives. Des fois, les présidentielles arrivent avant. Cette fois, on est dans une progression. Et c'est pourquoi certains, plus que les autres fois, s'inquiètent que cette répétition, que ce premier tour dans les 3 tours, ait autant de problèmes. On se demande, est-ce qu'on aura beaucoup plus de problèmes à l'avenir? Comment le CEP n'a pas pu prévenir, n'a pas pu guérir, n'a pas pu corriger certains problèmes auxquels on a assisté avant que l'élection se tienne, c'est-à-dire dans la préparation, dans les listes électoraux qui auraient dû être affichées dans les centres de vote, la préparation des mandats, le désordre qu'il y a eu dans les accréditations d'observateurs, l'observation de la journée électorale elle-même, le déroulement, les urnes. En fin de compte, on a vu beaucoup de problèmes pour ces élections, mais ces problèmes sont beaucoup plus importants parce qu'en principe, on a 2 autres tours à faire. En octobre, le 25 octobre, on aura des élections pour quasiment tous les postes à élire en Haïti. Et ensuite, en décembre, on aura encore un autre tour d'élection. C'est surtout pourquoi ces élections sont très importantes. C'est parce que c'est un tour qui annonce d'autres tours. Parce qu'en 2015, Haïti va changer tous ses élus quasiment, sauf 10. Est-ce que c'est le pays entier qu'on doit blâmer, le gouvernement, l'État, le CEP ou les candidats?
Godson Pierre? Eh bien, c'est le CEP qui avait la responsabilité d'organiser les élections. Donc, comme institution électorale, elle porte une lourde responsabilité. Mais nous savons aussi que certains aspects du processus sont de la responsabilité d'autres entités, comme la police, qui a aussi un travail à faire. Il y a le gouvernement qui doit fournir un certain nombre de ressources. Enfin, donc, on est en présence d'une série d'acteurs, n'est-ce pas, impliqués dans le processus électoral. Bien entendu, la responsabilité de l'organisation de ces élections revient au CEP. Maintenant, on parlait tout à l'heure de participation à ces élections, on parlait tout à l'heure de l'organisation du processus elle-même. Eh bien, on s'est rendu compte que toute l'organisation a été quelque peu chaotique. C'est-à-dire, il y a eu dès le départ des accros au calendrier, et puis, en fin de compte, on a vu tous ces problèmes se matérialiser vers la fin de ce processus, avant le premier tour, avec les problèmes de mandat pour les mandataires, les problèmes d'accréditation d'observateurs, même pour la presse. Et la plupart des journalistes n'ont pas pu retirer leur accréditation à temps. Donc, il y a eu beaucoup de problèmes. Et ceci, malheureusement, est caractéristique des processus électoraux en Haïti depuis environ 30 ans. Donc là, vraiment, on se pose beaucoup de questions sur l'organisation des élections en Haïti en général. Selon vous, Godson Pierre, c'est au CEP d'imputer la responsabilité du désordre qu'on a constaté pendant le jour du scrutin, le 9 août dernier. Charité bien ordonnée commence par soi-même, mais quand même, nous autres de la presse, nous étions en quelque sorte acteurs ce jour-là. Nous n'étions pas impliqués dans l'organisation des élections, mais nous étions chargés de couvrir le scrutin. Comment ou jusqu'où peut-on aller dans le questionnement du travail de la presse, Franz Duval? Bon, le questionnement du travail de la presse, c'est un questionnement légitime, c'est un questionnement à faire. Et moi, je crois que la presse a rapporté ce que la presse a vu. La presse était disposée, disponible pour couvrir ces élections. Les élections en Haïti, quand elles se tiennent bien, quand on se réveille vers 6 heures pour donner le premier flash, on dit déjà qu'il y a des lignes qui sont en place, qu'il y a des gens qui veulent aller voter, il y a des bureaux de vote qui sont en train de s'ouvrir. Une élection qui se passe bien, à 6 heures du matin, c'est comme ça que la presse ouvre les bulletins, c'est comme ça que la presse ouvre les premières éditions de ce dimanche particulier. Le 9 août, la presse a commencé, et moi, particulièrement, je peux parler de ce qui me concerne, à la fois comme rédacteur en chef du Nouvelliste, comme directeur de Magic 9, comme quelqu'un qui avait une trentaine de journalistes sur le terrain, mais aussi comme quelqu'un qui a écouté les autres médias pour savoir qu'est-ce qui se passait. Eh bien, quasiment tout le monde a commencé avec le même constat. Les bureaux de vote étaient dans la majorité des cas pas ouverts à 6 heures. Il y avait peu de monde devant les bureaux de vote. Et il y avait des problèmes d'organisation visibles. Il faut dire aussi que le CEP a choisi l'heure, en fonction de l'heure naturelle des élections, ouverture des bureaux de vote à 6 heures. Mais à 6 heures, le 9 août, il faisait quasiment noir. Moi, je crois que c'est peut-être la première chose que la prochaine fois qu'il faudra, on doit veiller à ça, parce que le jour ne se lève pas au même moment en Haïti, parce qu'on change d'heure depuis quelque temps. Eh bien, il faut d'abord voir est-ce qu'à 6 heures, c'est possible d'ouvrir des bureaux de vote si le soleil ne s'est pas encore levé. L'autre chose, c'est que comme il n'y avait pas de transport, que le gouvernement avait fait toute une campagne pour expliquer qu'il n'y a pas de transport public, quand vous vous réveillez et qu'il n'y a aucun bruit dans la rue, vous avez envie de rester au lit. Vous n'avez pas envie de sortir, vous attendez que les autres sortent. Malheureusement, l'engrenage, très vite, ça commence à prendre. La presse dit qu'il n'y a personne, que les bureaux ne sont pas ouverts, qu'il n'y a pas de circulation automobile. Et puis, la première heure passe. Mais dès la deuxième heure, on commence déjà à dire qu'il y a des problèmes plus graves que ce qu'on craignait. Moi, je crois que la presse a fait son travail. C'est le travail de la presse de dire qu'est-ce qui se passe. Et pour le moment, moi, je ne vois pas de reproches graves qu'on pourrait faire à la presse dans la couverture de ce qui s'est passé. Quand ça se passe bien, quand ça se passe de façon normale, la presse le dit.
quand il y a un problème, la presse le dit aussi. C'est ça notre travail. Je suis du même avis. Je pense que la presse a fait un travail extraordinaire, je dirais, le 9 août. Et en comparaison à la manière dont la couverture a été faite dans les autres occasions. Et là, par exemple, j'ai noté que dans beaucoup de cas, dans beaucoup de médias, il y avait non seulement des journalistes sur le terrain, mais il y avait une analyse faite par des gens reçus en studio, des spécialistes qui participaient à, je dirais, donner plus de perspective à cette couverture. Donc, il n'y avait pas seulement des journalistes dans la rue pour dire ce qui se passe, mais il y avait aussi une analyse, je dirais, en continu de la situation électorale le jour du vote. Donc ces accusations ne tiennent pas quand on veut faire croire que nous avons, à travers nos informations, découragé des citoyens qui souhaitaient donc aller participer aux élections. Les journalistes doivent dire ce qui se passe. Et c'est un peu ce que expliquait Franz tout à l'heure. C'est-à-dire que si on est sur le terrain, on voit qu'il n'y a pas de ligne, eh bien il faut dire qu'il n'y a pas de ligne. Si on est sur le terrain, on voit qu'il y a des violences, il faut dire qu'il y a des violences. Mais maintenant, je pense qu'il faut aller plus loin que ça. C'est-à-dire que si on essaie d'expliquer l'abstention qui s'est manifestée le jour du vote, le 9 août, eh bien, il faut revenir à plein de situations qui ont très probablement été des facteurs, n'est-ce pas, dans ce qu'on a pu constater. C'est-à-dire qu'il y avait quand même une situation préélectorale où la campagne électorale était émaillée de violence, il faut bien le constater. Il n'y a pas eu non plus un travail véritablement systématique d'éducation civique, et je peux même prendre carrément mon cas. Moi, j'ai été face à un bulletin de vote le jour même du vote, c'est-à-dire dans l'isoloir. C'est à ce moment-là que j'ai fait face à un bulletin de vote et je me disais où se trouvait le candidat que je voulais voter. Et donc, j'imagine que c'était le cas pour des milliers, comme il n'y a pas eu de millions de gens à se rendre. Et justement, la chose simple qu'il y avait à faire, c'était justement de se servir des médias pour présenter ce bulletin, dire voilà comment se passe l'opération. Bon, bien entendu, il y a... Et quand même, je ne vous apprends rien, monsieur, puisque vous êtes du Sérail, et les candidats qui refusent de s'adresser au public, qui refusent de participer à des émissions de débat, ne serait-ce que pour exposer leur plan, leur projet, leur programme. Franz Duval. Bon, moi j'avais dit une chose, c'est écrit dans le Nouvelliste, il ne faut pas s'inquiéter qu'il y ait beaucoup de candidats. C'est une bonne chose qu'il y ait beaucoup de candidats et que de toutes les façons... Vous appelez ça une bonne chose? Non, c'est une bonne chose. On a passé 4 ans sans avoir d'élection. Il y a beaucoup de gens qui, dans leur cœur, voulaient être candidats, mais ils ont fini par sortir l'expression de leur désir. L'expression de leur désir, c'est qu'ils ont été se présenter comme candidats. 126, 150, presque 200 partis politiques. J'avais dit que ce n'est pas grave. De toutes les façons, on va se réduire à une dizaine de partis politiques importants à avoir le vote de ceux qui vont voter. Est-ce que toute bonne chose est synonyme de normalité? Non, non, non. Ce n'est pas que ce soit normal, mais il ne faut pas se plaindre qu'on ait enfin des candidats pour des élections qui ne pouvaient pas se tenir. En même temps, chaque candidat a son poids. Moi, je crois que si on regarde ce qui s'est passé dans la région métropolitaine, les candidats dont on parlait sont les candidats qui ont eu le plus de votes. Ce qui signifie quoi? Ce qui signifie qu'il y a des gens en Haïti, pour ces élections, comme pour les élections d'avant, qui sont candidats seulement pour la galerie, seulement pour encombrer le bulletin de vote, mais sinon, ils ne sont pas candidats ni pour faire campagne, ni pour vouloir gagner, ni pour quoi que ce soit. D'ailleurs, s'il y avait des candidats qui voulaient gagner, on aurait eu beaucoup de contestations. Si vous remarquez les contestations qu'on a après le 9 août, il y a 2 ou 3 personnes concernées par les contestations. Mais la grande majorité des candidats ont déjà accepté qu'ils ont perdu parce que d'abord, ils n'avaient pas participé à l'élection, ils n'avaient pas fait campagne à l'élection. Est-ce que vous n'êtes pas en train de nous dire de ne pas toujours
de ne pas toujours accepter ou encore prendre au sérieux les gens qui se portent candidats? La presse doit faire un tri. Au Nouvelliste, on a décidé de faire un tri. On a fait un premier tri pour les présidentielles et jusqu'à présent, on se tient à ce qu'on a fait. Il y a 55, 56, 57 candidats. Et le Nouvelliste a décidé qu'il n'y en avait que 20. Parce que les autres ne comptent pas pour nous. Si en cours de route, on constate qu'il y a quelqu'un qui avance un peu, d'accord, on va enlever un des 20, on va s'occuper de lui. C'est pas un exercice dangereux, périlleux? Non, c'est ça le travail du journaliste. Le journaliste doit faire quoi? Collecter des informations, ensuite faire la hiérarchie de ces informations. C'est la même chose pour l'élection. On collecte l'information de base, il y a 80 candidats à la présidence, et puis on regarde qui est-ce qui est vraiment candidat, qui est-ce qui a un poids. Avec un sondage ou sans sondage, et quelle réaction moi, Wendell, vous avez eu quelle réaction après avoir fait ce tri? Un seul candidat s'est plaint. Ah, je suis de vos amis, vous auriez dû me mettre dans la liste. Justement, la liste ne s'est pas faite sur la base de nos amitiés. Mais sinon, tout le monde a accepté, tout le monde a compris qu'effectivement, ce n'est pas parce qu'on est candidat qu'on est un candidat. On peut poser sa candidature et ne pas peser dans la balance. Mais il faut dire aussi que le phénomène de beaucoup de candidats ou surnombre des candidats ne reflète pas nécessairement une vitalité démocratique. Parce que tout le processus a amené justement, on a vu ça venir. Et une fois que les critères pour créer un parti politique avaient été baissés jusqu'à 20 personnes pour mettre en place un parti politique, on savait que les partis politiques allaient se démultiplier. Et ceci, très probablement, était un élément de la stratégie de certains secteurs qui voulaient justement noyauter le processus et nous amener à cette situation qu'on a maintenant, c'est-à-dire que une fois qu'on a autant de candidats ou autant de partis politiques dans le processus, il n'y a pas de place pour les mandataires dans les bureaux de vote, où il y a plus de mandataires que d'électeurs et électrices dans les bureaux de vote. C'est justement ce qu'on a constaté et finalement, on va voir dans les résultats que certains partis vont tirer profit de cette situation. En fait, dites-nous, messieurs, est-ce que cela veut dire que le travail de la presse était parfait et qu'il n'y a rien à améliorer, rien à corriger? Non, je ne le dirais pas. Tout à l'heure, on parlait de la couverture de la journée électorale. Justement, je parle de la couverture, justement, de ce scrutin, de cette journée électorale. Est-ce que tout a été... Bon, moi-même, enfin, je n'ai pas pu suivre tous les médias, mais les médias que j'ai pu écouter, moi, j'ai trouvé que le travail qui a été fait était un travail correct, en général. Mais maintenant, si on revient à tout le processus, bon, bien entendu, il y a eu beaucoup d'efforts de la part des médias, parce que, et comprenez bien que c'est une situation très, très difficile. Comment peut-on donner la parole à 500 candidats? C'est quasiment impossible. Il faut mettre en place des formules, il faut définir des critères pour inviter les gens, pour donner la parole. C'est un travail qui a été fait avec beaucoup d'efforts, ça a été fait à travers plusieurs médias et c'est un travail citoyen également. Mais maintenant, au niveau de la présentation des enjeux de ces élections, je pense que de ce côté, il y a eu quelques faiblesses. On n'a peut-être pas su relever assez, n'est-ce pas, les enjeux de ces élections pour l'avenir démocratique d'Haïti, ce qui était également important à faire. Et je ne sais pas s'il faut prendre ça comme un élément qui pourrait expliquer ou contribuer à expliquer le faible taux de participation à ces élections. Merci Godson Pierre, merci Franz Duval. On va revenir pour parler encore des enjeux de ces élections, mais on le fera après la pause. Après la pause, on accueillera aussi notre collègue Marie-Raphaël Pierre qui probablement nous a rejoint, mais ce sera tout de suite après la pause. Vous suivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de votre intérêt. Ne quittez pas, on vous revient tout de suite après la pause. Le Point est une courtoisie de MSC Trading et Digicel. Merci, madame, monsieur, de votre intérêt et de votre patience. Je rappelle que vous suivez la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci et bonjour à Marie-Raphaël qui nous a rejoint. Bonjour Wendell, aux auditeurs, aux auditrices de Métropole, bonjour.
aux téléspectateurs, téléspectatrices. Je sais que aussi. vous n'allez pas oublier les téléspectateurs. Non, certainement pas. Et bon, je ne vais pas vous poser les questions que j'ai posées aux gars qui sont là et qui sont arrivés un peu plus tôt. Et en ce qui concerne le retard, rapidement, je dis que l'on doit comprendre le travail que vous faites tous les jours. C'est pareil. Tout à fait. C'est comme moi. Donc, merci encore une fois pour le sacrifice. Donc, vous avez dû laisser le micro là-bas pour nous rejoindre. Donc, merci Marie-Raphaël. Merci de l'invitation, Wendell. Et on va parler des élections. On a commencé déjà à en parler, mais on en était justement à la façon dont les journalistes haïtiens ont couvert le processus électoral dans son ensemble, le scrutin du 9 août en particulier. Travail difficile, il y a eu quand même à faire pour les journalistes. Le temps qu'on dit, les problèmes, c'est là ça gagne nouvelle, et c'est là ça va être un bon pour les journalistes. Une longue journée. Une longue journée. Mais vous appréciez ça, dans ce cas précis, puisque nous parlons des élections, Frantz Duval, vous appréciez que nous étions en situation de dénoncer des irrégularités, des actes de violence ayant entaché le processus, Frantz Duval? Bon, moi, je ne dirais pas que j'apprécie. Je dirais que c'est mon travail de dire qu'est-ce qui se passe. Et je me réjouis que la presse ait fait son travail, parce que sinon, M. Aupon, à 7h30, aurait dit que tout allait bien. Tout allait pour le mieux. Donc, vous pensez qu'on a aidé On a permis à M. Aupon de dire un peu la vérité dans la soirée de dimanche, parce que M. Aupon a présenté à la nation des chiffres pour faire le bilan de la journée, qui n'étaient pas les chiffres du CEP, qui étaient les chiffres de l'OCID. Et grave, ce qui est grave, c'est que c'était des chiffres de l'OCID préparés depuis dans le matin, c'était dans le premier bulletin de l'OCID. Ce qui signifie que si on n'avait pas fait un minimum de couverture de ce qui se passait dans les centres de vote, peut-être que M. Aupon aurait été notre nouveau M. Gilbert. Parce que les élections en Haïti ont une petite histoire. Là, vous parlez de Gilbert des années 88. Gilbert, président du CEP en 1988, qui était aux Anges après la journée électorale du 17 janvier 1988. Journée électorale qui s'était passée dans l'indifférence totale de la population, qui allait nous donner les Stéphane Somaniga comme président. C'est votre lecture aussi, Marie-Raphaël. Vous diriez quoi à ceux qui pensent que la presse a découragé des citoyens qui, manifestement, s'apprêtaient donc à se rendre aux urnes et ils ne l'ont pas fait après avoir entendu dans les nouvelles qu'il y a eu des irrégularités et parfois des actes de violence? Découragé, non. Et moi, je dirais que la presse a fait son travail. On est là pour informer la population. On a informé les électeurs, les électrices qui voulaient se rendre aux urnes. Malheureusement, pour le conseil électoral, il y avait des irrégularités, il y avait des actes de violence. Eh bien, on n'a fait que dire la vérité, ce qui se passait dans les rues, dans les centres de vote, dans les bureaux de vote. On n'a fait que dire la vérité. Et Godson Pierre, et je vous pose la même question, puisqu'elle vous a été déjà posée, évidemment, et d'autres éléments? Je pense que c'est une situation délicate pour la presse. Quand on est citoyen soi-même, bon, bien entendu, on fait son travail de journaliste, on constate ce qui se passe, on rapporte ce qui se passe. Alors, le sentiment du journaliste qu'il n'a pas à communiquer en ce moment-là, c'est certainement un sentiment de déception, comme chaque citoyen. Mais maintenant, au moment même de faire son travail, le journaliste n'a pas à être content ou être fâché de dire ce qui se passe. Et son travail, justement, c'est de mettre en lumière le processus, de donner le plus d'éléments possible aux citoyens pour qu'eux-mêmes, ils puissent comprendre ce qui se passe, ils puissent prendre une décision par rapport à est-ce qu'il faut participer ou non, est-ce qu'il faut se déplacer ou non, etc. Donc voilà, c'est ça le travail de la presse au moment des élections, donc au moment du déroulement du vote. On rapporte au fur et à mesure ce qui se passe. Maintenant, si les choses se passaient bien, eh bien, ce serait aussi le même comportement qu'on aurait. C'est-à-dire qu'on dirait justement qu'il y a des files, que les gens votent en toute sérénité, que ça se passe bien. Comme ça s'est passé en 1990. On a couvert en 1990, les élections de décembre 90. On a vu toute l'euphorie qu'il y avait
les gens participaient, n'est-ce pas? Eh bien, le 9 août, c'était le contraire, et on a dit que c'était le contraire. Mais aujourd'hui, Frantz Duval, qu'est-ce que les Haïtiens, qu'est-ce que les citoyens haïtiens devraient tirer de ce processus électoral? Bon, deux choses. Un, on a fait une répétition qui n'a pas été à la hauteur des espérances, mais on doit continuer. Moi, je crois que c'est surtout ça qu'il faut dire. Le Nouvelliste a dit tout de suite après les élections qu'on ne va pas jeter le bébé avec l'eau du bain. C'est que ça ne s'est pas bien passé, mais en même temps, c'est une étape. L'étape, on voulait franchir cette étape depuis longtemps. Ça fait 4 ans qu'on attendait des élections en Haïti. Les élections ont eu lieu, les élections ont eu des problèmes. On a dénoncé les problèmes, on continue de dénoncer les problèmes parce que le CEP, avec les résultats, la non-publication des résultats le jour prévu, la non-publication des résultats le deuxième jour prévu parce que le site n'avait jamais reçu les résultats du CEP. Et maintenant, on continue de suivre parce qu'on veut aller aux élections le 25 octobre pour pouvoir continuer avec le processus. On n'aura pas d'élection parfaite en Haïti demain matin. Ce ne seront pas des Suisses ou des Suédois qui vont venir, pour répéter un ancien président de la République, s'occuper des élections pour nous, ni comme membre du Conseil électoral, ni comme électeur, ni comme parti politique. On va continuer à avoir quelque chose de boiteux, mais en même temps, c'est avec qu'on doit faire. Ce qui signifie qu'on va continuer avec le processus électoral et on espère, comme journaliste, qu'à chaque fois, on va trouver des correctifs. Il ne faut pas espérer que la presse ne va pas dire ce qui se passe et qu'en même temps, le CEP va corriger ce qui ne marche pas. Non, ça ne s'est jamais passé comme ça. La presse doit faire son travail de dénonciation, son travail d'information, son travail de miroir de ce qui se passe. Et puis maintenant, à chaque acteur de corriger, à chaque acteur d'ajuster, à chaque acteur de modifier son comportement. Aider l'électorat, par exemple, à choisir, il revient à la presse aussi de ce travail, accompagner l'électorat, par exemple. En ce qui concerne les candidats à la présidence, vous avez dit, Frantz Duval, qu'au niveau du Nouvelliste, on a fait un tri. Et selon vous, il n'y a que 20 candidats. Peut-être plus, peut-être moins. Non, non seulement selon nous, il n'y a que 20 candidats, mais parmi ces 20 candidats, il y en a qui sont plus importants que d'autres. Tout à fait, tout à fait. Ça va continuer, comme je l'ai dit tantôt. Le Nouvelliste va continuer à regarder ce que les candidats font sur le terrain, quelle est la réponse de la population, quelle est la réponse du public. On va regarder aussi quels sont les candidats qui ont des moyens, parce que faire une élection, c'est avoir des moyens. On a vu ce qui s'est passé aux dernières élections. On a l'impression qu'il y en a qui n'ont rien du tout, mais qui ont quand même tenté. Oui, mais ce qui signifie que ce n'est pas par hasard que PHTK, Bouclier, KID, qui sont des partis qui sont au pouvoir, réussissent à placer des gens au deuxième tour. C'est tout simplement parce qu'ils n'ont plus de moyens, ils ont pu faire campagne. Faire une élection, c'est à la fois avoir un programme, c'est à la fois avoir une image, c'est à la fois se présenter, mais c'est aussi avoir des moyens. Si vous n'avez pas d'argent, vous ne pouvez pas avoir des affiches. Si vous n'avez pas d'argent, vous ne pouvez pas faire de publicité. Et vous ne pouvez pas avoir de mandataires non plus. Vous ne pouvez pas avoir d'observateurs non plus. Il faut avoir les moyens. Il faut avoir des moyens. C'est le Trésor public, à votre avis, ou bien? Officiellement, ce n'est pas le Trésor public. C'est tout ce que je peux dire pour le moment. OK. Alors, mais dites-nous, selon vous, Godson Pierre, il y aurait combien de candidats à la présidence réelle, je veux dire? Bon, là, moi, je n'ai pas fait ces calculs mathématiques, mais bon, on voit bien qu'il y a une pléiade de candidats. Est-ce que le chiffre 20 est correct? N'en déplaise à notre ami Frantz, mais... Bon, en fait, j'imagine que la sélection faite par le Nouvelliste tient compte d'un certain nombre de facteurs. Par exemple, j'ai vu dans la liste des gens qui étaient présidents de l'Assemblée nationale, ou bien sénateurs, des gens qui ont soit un passé politique, ou bien qui, et Frantz a parlé de moyens, et, enfin, qui ont une expérience politique aussi, qui ont une notoriété. Bon, probablement ce sont des facteurs qui aident à faire une liste, n'est-ce pas? On peut se tromper aussi. C'est-à-dire que, et on peut voir un phénomène émerger. Est-ce que ça peut arriver que Godson Pierre pense à ajouter deux ou trois ou cinq, peut-être 10 non, comme j'ai dit, vous ne pouvez pas faire ce calcul. Non, pour le moment, je ne suis pas dans cet exercice. Mais je dirais aussi que, bon, il ne faut pas se précipiter non plus. C'est-à-dire que la campagne présidentielle, véritablement, n'a pas commencé. Et très probablement,
enfin, je ne sais pas, hein, peut-être qu'on va voir émerger des figures, des personnalités. Mais sur les élections en général, ce que je souhaitais dire tout à l'heure, c'est que, en fait, je crois que... Je pense que vous allez me donner la chance de poser la même question à Marie-Raphaël. Ah bon, alors, avec nous. allez-y. Et puis, ainsi, au sein des élections, vous aurez la possibilité de revenir, d'autant qu'on a encore entre 5 et 10 minutes pour consacrer à l'émission. Marie-Raphaël, vous avez fait le calcul, ou bien la salle de nouvelles de Radio Ibo y a pensé. Selon vous, il y aurait combien de candidats à la présidence? Non, on n'a pas fait de tri, mais je dois dire que je suis de très près le quotidien Le Nouvelliste. Je suis d'accord avec le classement du quotidien. Moi, je pense que c'est important de canaliser les électeurs. On ne peut pas laisser les électeurs, les électrices se noyer au milieu d'une kyrielle de candidats à la présidence. C'est bien, moi je pense que c'est aussi notre travail, en plus d'informer et canaliser l'opinion. Faire en sorte que on ne tombe pas dans les élections précédentes où les électeurs, les électrices n'ont pas fait, j'imagine, les bons choix. Là, nous avons une responsabilité. Il faut pouvoir aider les électeurs, les électrices à faire de meilleurs choix. Mais sur ce point, j'aimerais dire aussi que, bon, le travail de la presse, c'est d'indiquer, n'est-ce pas? Mais aussi, il faut fournir les clés. Parce que quand même, il ne suffit pas de faire un choix ou de proposer une dizaine de personnalités, une quinzaine de personnalités. Il faut dire pourquoi. Et je pense que c'est justement cet ensemble d'éléments qui est susceptible d'aider l'électeur ou le citoyen à faire une analyse, à faire, disons, à regarder la mosaïque de personnalités présentées comme candidats à la présidence. Il faut dire, un tel est là, je prends l'exemple de Simon Dieu seul dira, est dans cette liste parce qu'il a été président de l'Assemblée nationale, il est un sénateur, enfin, est-ce qu'il a été le premier sénateur du centre ou le deuxième ou le troisième sénateur du centre? Enfin, il faut fournir des éléments qui amènent à ces considérations, qui justifient, n'est-ce pas, que cette liste se forme de cette manière. Moi, je voudrais ajouter, je pense que le pourquoi doit venir après. Et on a fait la sélection, on a fait le tri, maintenant on va dire pourquoi. Justement. Pourquoi ces gens ont été sélectionnés parmi les 56. Tout à fait. C'est un travail qui doit se faire étape par étape. Le tri d'abord, la sélection d'abord, et le pourquoi ensuite. On ne veut pas mettre quand même la sélection on ne va pas mettre notre ami dans l'embarras, mais s'il pouvait quand même dire un petit mot, ça pourrait nous aider, n'est-ce pas, M. Duval? Bon, je dois dire que le Nouvelliste, entre-temps, a regardé qu'est-ce qui se passe, c'est ce que je disais tout à l'heure, et on a vu que le candidat de bouclier n'était pas dans la liste des 20. Aujourd'hui, si le Nouvelliste doit représenter sa nouvelle liste des 20, le candidat de bouclier, vu les moyens déployés par bouclier pendant la campagne législative, sera peut-être, sans doute, dans la liste des 20. Ce qui signifie que cette liste est dynamique, parce qu'une élection, ça change. Une élection, ça change et... Tout à fait. Tout à fait. Demain matin, Jean-Renel Senatus déciderait d'appuyer un des candidats à la présidence. Ce candidat à la présidence va avoir une autre signification comme candidat dans la campagne. Une campagne électorale, c'est ça aussi, c'est qu'il y a des pions qui sont sur l'échiquier et chacun peut déplacer ses pions et faire ce qu'il croit nécessaire. Mais vous n'avez pas fait... Ok, allez-y, Godson. Alors, ce que je dirais sur les résultats évoqués tout à l'heure par Franz et qui démontrent qu'il y a 3 ou 4 partis politiques qui émergent du lot. Et je pense qu'il faut être prudent aussi, qu'il ne faut pas tout de suite avaliser ces résultats ou avoir l'apparence, donner l'impression qu'on avalise ces résultats qui sont questionnables à plusieurs points de vue. Et d'ailleurs, les analyses commencent à se faire, n'est-ce pas, autour de ces résultats. Moi, je dirais plutôt des statistiques, parce que le CEP n'a pas pris véritablement la responsabilité de résultats des élections, de résultats électoraux. Il a fourni des statistiques, ces statistiques qui sont
nombreuses sont en train d'être analysées et on découvre beaucoup de choses qui remettent en question ou qui posent des questions sur les résultats eux-mêmes. Et en plus, quand on considère la manière dont ces élections se sont déroulées, avec tous les incidents, avec les irrégularités, avec beaucoup de remarques à faire, maintenant, il faut vraiment se poser des questions. D'autant que on a annoncé pratiquement, enfin on n'a pas annoncé, on a déduit qu'en deuxième tour, il y aurait des sénateurs, 4 sénateurs, mais en même temps, les résultats ne sont pas complets sur certains départements. Oui. Donc, enfin, beaucoup de questions. Mais pourquoi vous n'avez pas fait ce tri pour les sénateurs? C'est parce qu'ils sont trop nombreux? Oui, c'était impossible de faire. C'était impossible. Ils étaient trop nombreux. C'est pas qu'on n'avait pas certaines, je dirais, pour certains, on savait qu'ils avaient déjà une expérience, qu'ils avaient déjà participé à des élections, qu'ils avaient un parcours qui a un historique. Mais en même temps, ils étaient trop nombreux. Cela n'aurait pas été aussi facile que pour les candidats à la présidence, qui n'étaient qu'une cinquantaine. Est-ce que, messieurs, vous êtes en train de nous dire que le conseil électoral, dirigé par Pierre-Louis Ropon, était à 2 doigts de faillir à sa mission? Est-ce que c'est ce que vous êtes en train de nous dire? On ne sait toujours pas s'il n'a pas failli à sa mission. Qu'est-ce que le CEP a fait le 20 août? Le CEP, comme vient de dire Godson, a présenté des statistiques. C'est comme si quand vous êtes à l'école, on vous donne un carnet. Vous faites 8,5. Par contre, si vous êtes content, si vous n'êtes pas content, parce que vous ne saviez pas sur quelle note que vous étiez en train de composer. Le CEP n'a pas donné la petite mention qui dit à journée, doit rester dans la même classe, doit chercher une autre école. Dès que le carnet n'a pas cette petite phrase, ce n'est pas un carnet. En réalité, on ne sait pas qu'est-ce que le CEP a donné le 20 août. Le CEP a produit après des notes pour expliquer à peu près ses méthodes de calcul. Comme a dit Godson, on est en train de regarder, de voir qu'est-ce qu'il y a dans les chiffres du CEP et on voit plein de choses. Le CEP a dit, c'est Ricardo Augustin qui a parlé dans le Nouvelliste, qu'il faudra attendre le 8 septembre pour connaître les résultats de l'élection. Non, alors quel résultat? Définitif, ou préliminaire? Non, définitif. Préliminaire, mais il n'y a pas eu de préliminaire non plus. Non, nous sommes dans les préliminaires. C'est écrit résultat préliminaire. C'est ce qui est écrit. Préliminaire. Alors, on doit attendre le 8 septembre. Pas de véritables résultats. Parce qu'il y a... Oui, des résultats manquants. Il y a les contestations, il y a les appels, enfin, il y a tout un processus. Le CEP ne peut même pas dire, au moment où nous parlons, qui est exclu définitivement et qui ne l'est pas. Le CEP a même fait pire. Des candidats exclus depuis une semaine ont eu leurs résultats. Bon, en principe, si vous êtes exclu, vous êtes exclu. Vous ne pouvez pas être à la fois exclu et être premier. Moi, je crois que ces résultats, on doit encore attendre, on doit encore voir qu'est-ce que le CEP va nous donner comme résultat définitif. C'est votre point de vue aussi? Non, je pense que ces résultats doivent être complétés et même avant la publication de ces résultats, d'après tout ce que j'ai entendu de la bouche de nombreux citoyens, on s'attendait à une évaluation de ce qui s'est passé le 9 août. Parce qu'en réalité, on ne sait pas. On sait que plusieurs conseillers se sont déplacés sur le terrain, n'est-ce pas? Sur les 10 départements, il y avait des responsables électoraux venus de Port-au-Prince, soit la direction exécutive, soit des conseillers eux-mêmes. Ces gens-là ont certainement produit un rapport. Il faudrait que on puisse savoir au niveau du public ce qui s'est passé. Quelle évaluation fait-on de ce processus avant de pouvoir justement savoir dans quelle mesure on peut valider ou non les élections, les opérations qui se sont déroulées à tel endroit ou non. Et maintenant, on nous dit qu'il y a à peu près 28 communes où les élections seront reprises, mais est-ce qu'il s'agit uniquement de 28 communes qui ont eu des problèmes? On parle beaucoup de la Grand'Anse et je n'ai pas entendu une évaluation de ce qui s'est passé dans la Grand'Anse où se trouvait la conseillère électorale Mengual qui a directement sur les ondes dénoncé un ensemble de problèmes. Donc voilà, on a besoin de savoir exactement ce qui s'est passé le 9 août. Ceci est très important parce que moi je pense qu'il faut rompre avec ces élections à l'haïtienne. Ces élections qui comptent seulement pour Haïti. Il n'y a pas un pays de la région où on fait des élections comme on fait en Haïti.
Il faut finir avec cette histoire. Et pour cela, il faut non seulement évaluer, mais il faut fixer les responsabilités. Et il faut donc finir avec l'impunité électorale. Ce que j'appelle l'impunité électorale, c'est ce qui se passe depuis 1987 dans ce pays, où on fait des élections, les choses tournent mal et il n'y a pas de responsable. Jusque-là, c'est le seul mécanisme d'évolution de pouvoir. En Haïti, c'est le choix qu'on a fait. Et est-ce qu'on ne devait pas profiter de cette occasion pour penser à moderniser le mode d'élection, auquel on est habitué de 87 à nos jours. C'est une nécessité. C'est une nécessité. On ne peut pas faire autrement. Si on va dans l'intérieur du pays, on va voir qu'il y a des endroits où les gens marchent 2 heures pour se rendre dans un centre de vote, pour voter, et 2 heures pour revenir chez eux. C'est-à-dire que voter pour ces gens-là prend 4 heures de temps. Et 4 heures de temps à risque, parce qu'on ne sait pas où se cachent des gens armés, etc. Donc, plein de problèmes. Donc, c'est un système qu'on doit revoir. On doit le revoir, mais ce n'est pas le vote électronique, par exemple. Du point de vue technologique aussi, il faut profiter des opportunités qu'il y a. Ce n'est pas le vote électronique qui va quand même endiguer la violence, empêcher qu'il y ait... mais il y a des mécanismes qui peuvent permettre d'avoir des résultats plus vite. Parce que ce n'est pas normal non plus, en 2015, qu'on ait des élections depuis 2 semaines et attendre 2 semaines pour avoir les résultats d'une élection. Cela ne se fait plus. Il y a des pays aujourd'hui qui sont dans cette situation, Franz Duval, Marie-Raphaël, Pierre, est-ce que vous êtes au courant de quelques pays qui mettent du temps, 2 ou 3 semaines aujourd'hui? Il y a certains pays d'Afrique où ça se passe plus ou moins comme ça, mais le temps se réduit de plus en plus. Et donc, au niveau de la région Caraïbes, il n'y a pas un pays où on attend 2 semaines pour avoir les cette fois-ci, nous ne sommes pas derniers, nous sommes premiers. Mais pourquoi tout concentrer à Port-au-Prince? Pourquoi le centre de tabulation se trouve à Port-au-Prince? Pourquoi pas des centres de tabulation, des centres de comptage, je ne sais pas, au niveau des départements, au niveau des communes où les élections ont lieu? Pourquoi pas? C'est comme ça en 90. Vous préconisez une sorte de décentralisation du mode de comptage des votes. Moi, je pense que ça pourrait arranger les choses. Parce que le CEP avait promis, la direction exécutive du CEP avait promis que cette année, les procès-verbaux seraient transmis scanné et transmis électroniquement. On n'a pas fait. Ce qui n'a pas été fait. Oui. Les mauvaises pratiques, on l'a vu dur. Alors, dites-nous... Enfin, Wendell, moi je crois que le problème doit être vu aussi à la base. Si les partis politiques continuent à être aussi faibles, aussi peu démocratiques eux-mêmes... Est-ce qu'ils sont faibles vraiment? Non, ils sont faibles. Non. Vous avez des données? Vous avez des données? Là, alors moi je vais encore une fois reparler des résultats préliminaires. Les résultats préliminaires sont en train de nous prouver que les partis qui sont en avance ne sont pas des partis. Que ce soit PHTK, que ce soit Vérité, que ce soit Bouclier, que ce soit KID, ce ne sont pas des partis politiques. Ce sont des mouvements montés autour de l'argent, autour du marketing pour gagner les élections. Mais KID a une histoire quand même. KID a une histoire, mais KID n'est pas un parti politique en tant que tel. KID a toujours été un regroupement de plusieurs associations, plusieurs groupes qui se sont agglomérés autour de KID. KID n'avait pas l'habitude de gagner d'élections. KID maintenant a des moyens. Là, l'élection est en train de se résumer à des moyens. Il n'y a pas d'idée, il n'y a pas de projet, il n'y a même pas de leadership vraiment. Il y a tout simplement quelque chose qu'on est en train de nous vendre comme de la démocratie, comme un parti politique, mais qui n'est ni de la démocratie, ni un parti politique. Personne ne peut dire où le candidat de PHTK, le candidat à la présidence de PHTK a été désigné. Est-ce que c'est un congrès? Est-ce que c'est une association? Est-ce que c'est les 9 principaux membres de PHTK qui ont désigné ce candidat? On ne sait pas. Ce qui signifie qu'à l'intérieur du parti, il n'y a pas de mouvement démocratique. C'est la même chose pour Bouclier, c'est la même chose pour Vérité. C'est presque la même chose pour un parti aussi ancien que la Valace. On ne sait pas où les candidats ont été désignés. Oui, mais pendant que vous dites cela, et Franz Duval, vous allez admettre avec nous que les partis politiques qui ont une histoire,
qui ont une histoire. Je veux parler de la fusion, l'organisation du peuple en lutte. Oui, ils sont en train aussi de reculer. Oui. Oui. Maintenant, est-ce qu'il n'y a pas lieu de questionner l'avenir démocratique? Tout à fait. Moi, c'est ce que je dis. Vous avez demandé comment moderniser les élections. Moderniser les élections, c'est une chose. Mais si à la base, les électeurs ne sont pas mieux armés pour aller voter, les partis politiques ne proposent pas quelque chose de mieux et les partis politiques ne sont pas mieux organisés, nous sommes en train d'inventer quelque chose qui est totalement nouveau en Haïti. Maintenant, que faire? Que faire, messieurs et dames? Duval l'a dit, moderniser les partis politiques et résoudre... Il faut avoir les moyens. Est-ce que moderniser les partis politiques veut dire moderniser les partis qui sont au devant de la scène, qui viennent de remporter les élections, à force de moyens dont ils disposent? Investir dans les partis politiques. Qui va le faire? Le secteur des affaires, pourquoi pas? Ça se passe ailleurs. Le secteur des affaires en général investit dans des candidats non, maintenant, il faut changer la donne. Gagner. Investir le dans secteur les, ne veut pas dans perdre, les partis politiques. Alors, moi, je pense que ça va créer une certaine stabilité politique. Oui. Mais en même temps... Excusez-moi, Godson, on ne devait pas d'abord commencer par demander à ce qu'ils ne soient pas aussi nombreux qu'ils le sont aujourd'hui. Non? Bon, alors là, la quantité n'est même pas le problème. On prend ceux qui sont en avance, ceux qui ont un historique, et on essaie de les pousser. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé ces dernières années? Pendant la présidence du président Martelly, la moitié des partis politiques que vous voyez sur l'échiquier ont été créés. Pendant la présidence du président Martelly. Moitié? La moitié, plus de la moitié, ont été créés pendant la présidence du président Martelly. Et non, on sait que là, on a blâmé aussi le Parlement, puisque le Parlement... Non, c'est la nouvelle loi. Le Parlement a favorisé la multiplication, le pullulement des partis politiques aujourd'hui. C'est la nouvelle loi votée sous la présidence de M. Martelly. Il se trouve que cette nouvelle loi ne nous amène pas vers des partis politiques plus forts, ne nous amène pas vers une démocratie plus représentative, mais permet à 20 personnes de se réunir et de monter un parti politique. Il se trouve que c'est ça la réalité. OK, d'accord, pas de problème. Maintenant, puisque vous avez été à un premier tour d'élection que vous n'avez pas pu convaincre grand monde, eh bien, d'accord, on vous laisse à côté, on continue avec les autres qui sont plus forts. Parce que la démocratie aussi, c'est ça. C'est pas on prend tout le monde, c'est on prend ceux qui sont les mieux équipés pour avancer avec une proposition. Et ce que mentionne Duval fait partie de la mise en place d'un système de financement des partis politiques. Il faut mettre en place un système de financement des partis politiques étant des acteurs ou des entités de la démocratie haïtienne. C'est-à-dire que... Non, quel État va pouvoir financer 150 partis politiques? Non, mais écoute, justement... on prend maintenant les meilleurs. Quand on parle de système de financement de partis politiques, il y a des critères. C'est-à-dire que les critères sont... définis d'abord. Les critères sont, par exemple, la représentation au Parlement. C'est-à-dire que les partis qui sont mieux représentés au Parlement, les partis qui arrivent à faire un certain pourcentage, sont les partis qui sont financés par l'État haïtien. Et donc, c'est comme ça que ça se passe dans d'autres pays. Et, enfin, les plus grandes démocraties, c'est les partis qui sont financés ou qui sont subventionnés sont des partis qui arrivent à réaliser un certain résultat aux élections. C'est un critère fondamental pour retenir quel parti financer. Aux élections, l'important, ce n'est pas de participer. L'important, c'est de gagner. Si vous êtes parmi les perdants, on vous laisse un peu en arrière et on continue avec les autres qui sont représentés au Parlement. Mais maintenant, il faut s'assurer que les élections soient justes. C'est-à-dire que... J'allais vous dire que ceux qui perdent ne vont jamais accepter qu'ils perdent. Mais pour cela, il faut que les élections soient justes. C'est-à-dire qu'il faut faire un travail de crédibilisation du processus électoral. Et ceci, ça prend un conseil électoral permanent, ça prend des conseillers qui savent bien ce qu'ils doivent faire, des personnalités crédibles, et ça prend aussi toute une mise en place, n'est-ce pas, technique et logistique au niveau du pays pour pouvoir faire les choses comme ça doit se faire. Le dernier mot est avec Marie-Raphaël. Je dirais que c'est un plaisir pour moi de participer à l'émission, mais surtout, journalistes, nous allons continuer à dire ce qui se passe autour du processus électoral. Le processus est long,
et jusqu'au 25 octobre. Et après, s'il y a un deuxième tour... On ne risque pas d'être essoufflé? Non, mais on n'a pas le droit d'être essoufflé, et Wendell. C'est notre travail, nous devons tenir jusqu'au bout. Francis Duval, le dernier mot du nouvelliste? Moi, je vais continuer à demander aux gens si vous étiez vous dimanche. Parce que... Même si ça fait des mécontents? Non, il faut être mécontent, enfin. Surtout si vous ne pouvez pas répondre, est-ce que vous étiez dimanche? Moi, je crois qu'on doit se poser la question aussi à soi-même, est-ce qu'on était dimanche? Est-ce qu'on est engagé? Est-ce qu'on est intéressé? Ou bien est-ce que tout simplement on veut continuer à se plaindre? Est-ce qu'on va passer encore 5 ans à se plaindre parce qu'on a fait des mauvais choix? Le premier des mauvais choix, c'est de ne pas s'engager, c'est de ne pas aller voter, c'est de ne pas participer. Ensuite, vous allez dire qu'on a le mauvais parlementaire, on a un mauvais président, on a des mauvais sénateurs. Non, il faut aussi donner de vous-même, c'est-à-dire vous engager dans un sens ou dans l'autre. Haïti, dans 2 ans, qu'est-ce que vous voyez, Godson Pierre? Eh bien, moi, je suis en train de penser à la nécessité d'un vrai travail d'éducation politique dans ce pays. Parce que... Et pourquoi vous dites politique, vous ne dites pas civique? Politique, dans le sens où, si on regarde bien, on va voir qu'il n'y a pas d'expression idéologique parmi les partis, et même dans les débats. Il faut qu'on ait des choix marqués, qui ne se cachent pas, parce que tout le monde se ressemble et tout le monde a le même projet. Nous, on veut, et c'est comme ça que ça se passe ailleurs, qu'il y ait des options différentes, que les citoyens puissent avoir des options qu'on leur présente et qu'ils puissent choisir à travers ces options. C'est pour ça que le travail d'éducation politique doit être fait de manière à pouvoir reconnaître les tendances, les philosophies, en fait, les diverses expressions. Reconnaître les tendances et les philosophies et se reconnaître aussi. Se reconnaître aussi, et pouvoir faire un choix. Et on retiendra de ces élections ce niveau d'abstention qui n'est pas simplement le fait du désengagement citoyen, mais qui est aussi le fait probablement d'un rejet, parce que quand même, on a fait, si je ne me trompe, les pires élections qui ont eu lieu en Haïti depuis 87 en 30 ans. Donc, les citoyens se posent des questions et je pense que c'est une donnée qu'il faut analyser. Le CEP d'une part, mais tout le monde, c'est-à-dire l'ensemble des partis, les citoyens eux-mêmes doivent se pencher sur ce désintéressement de la chose électorale. Merci infiniment, Godson Pierre. Merci, Marie-Raphaël Pierre. Merci, Francis Duval, pour ce sacrifice que vous avez consenti aujourd'hui, lundi, de vous mettre disponible pour Métropole. Messieurs et dames, merci infiniment. Passez une bonne journée et surtout un bon début de semaine, une bonne période électorale. C'est ce que je vous souhaite. Et à bientôt. Merci. Voilà, vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Marie-Raphaël Pierre, Godson Pierre et Francis Duval étaient les invités de la rubrique Le Point. Passez une bonne journée avec Métropole et à demain. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading et Digicel.